Bonjour, bonjour à tous. Bon, pas encore bonjour à toutes, mais ça va venir. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Je suis aussi honoré de commencer les conférences des hivernales d'F4 KMI. C'est aussi un super challenge. Mais je suis très content de vous voir aussi nombreux dans la salle. Donc moi je suis Michel, F1 AFW, je fais radio amateur depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai fêté mon anniversaire de radio l'année dernière. Et depuis 5 ans maintenant, je suis administrateur à l'AMSAT francophone. Et donc je suis très content de démarrer la saison. C'est un super challenge que Dimitri et l'équipe d'F4 KMI nous a donné, parce qu'habituellement, nous, on commence la saison des salons au mois de mars, avec les rencontres spatiales. Et là, il fallait commencer en hiver, en 2026. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter quelques actualités, mais ouais, on démarre, voilà. On va essayer de faire mieux l'année prochaine. Donc soyez indulgents si vous avez l'habitude de voir les présentations de l'AMSAT francophone. Il va y avoir quelques redites, mais aussi quelques nouveautés. Donc je vais commencer par vous présenter l'AMSAT francophone, ce que c'est si vous ne connaissez pas. Puis quelles sont nos activités. Faire un petit bilan sur les années passées en termes d'activités satellites. Expliquer ce que c'est que les satellites, comment ça marche. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de l'AMSAT francophone ou du satellite? Ouais, il y a quelques têtes connues, mais ouais. Ok, parfait. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire des échanges, si vous avez des questions. Puis, je vous présenterai aussi les choses que j'ai amenées au stand avec moi. Alors, l'AMSAT francophone, c'est comme tous les radioclubs, c'est une association de loi 1901. Nous avons trois missions principales. C'est d'abord de donner du support auprès des radios amateurs pour l'exploitation des satellites. C'est du support technique principalement sur ce qu'on peut fournir. Du support aux équipes de projet pour les satellites, par exemple les satellites universitaires. Et aussi, nous avons une mission de vulgarisation, je n'aime pas trop ce terme, mais de simplification ou même d'évangélisation, allons-y, de l'activité satellite en général auprès du public. Auprès du public. Et c'est pour ça que sur ce slide-là, moi je suis très fier de dire que depuis l'année dernière, nous sommes association reconnue d'intérêt général. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que avec cette mission-là, nous pouvons recevoir des dons. Alors, n'importe quelle association de loi 1901 peut recevoir des dons. L'avantage, c'est que pour ceux qui donnent, c'est qu'ils peuvent être déclarés en tant que dons dans leur déclaration d'impôt et profiter d'un crédit d'impôt. Je ne suis pas fiscaliste, où c'est une réduction d'impôt à hauteur de 66%, je crois. Voilà. Ça ne veut pas dire forcément donnez-nous de l'argent, mais
si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas comment défiscaliser, ça peut être une idée, mais ça veut dire surtout que derrière, on peut voilà, recevoir des dons sur des projets qui peuvent intéresser, qui peuvent intéresser la communauté radio-amateur. Voilà. Et donc, nous avons principalement cet intérêt général parce que nous sommes orientés au-delà de la communauté radio-amateur. Alors, ils sont un peu dans le désordre. Quels sont nos projets? Donc nous avons plusieurs groupes de travail. Je vais pas tous les passer en revue, mais je vais en citer quelques-uns. Nous avons un groupe de travail commun sur un autre satellite géostationnaire que QO100. Sur un projet, un appel à projet lancé par l'ESA en 2024. J'ai pas beaucoup de nouveautés, pardon, en 2023. J'ai pas beaucoup de nouveautés, mais on aura d'autres nouveautés pour les rencontres spatiales sur ce sujet. C'est un des groupes de travail qu'on a actuellement. Un autre groupe de travail qui fonctionne aussi, c'est sur les missions Mars, avec des contacts écoles. Ah oui, Mars, c'est l'île Maurice. C'est l'association des radioamateurs de l'île Maurice, avec lesquels nous travaillons pour réaliser des contacts écoles à travers QO100, à l'image de ce qu'on avait fait pour Crozet, mettre en relation des scolaires avec d'autres scolaires à travers QO100. Puis nous avons une collaboration historique avec l'Electrolab, avec qui on fait non seulement une carte Spino, je reviendrai un petit peu en détail parce que je la présente tout à l'heure, et puis voilà, c'est l'une des missions. La carte Spino, on l'a ici en bas à gauche. Nous avons aussi un projet interne de simulateur de CubeSat que j'ai également avec moi. Et nous avons aussi une mission, un projet aujourd'hui encore qui est interne. Mais si vous avez des volontaires pour travailler, pour promouvoir en fait l'activité ballon dans le respect de la réglementation et surtout dans le respect des règles d'assurance sur les projets de ballon. Alors, le simulateur de CubeSat, c'est un kit qu'on fournit, qu'on peut imprimer en 3D, qui embarque aussi une électronique qu'on peut fournir, parce que s'approvisionner de temps en temps en pièces, ça peut être un peu plus compliqué. Donc le simulateur de CubeSat, c'est ce kit-là qui permet de faire, de visualiser un CubeSat imprimé en 3D et en même temps utiliser un Raspberry Pi avec un écran dans un budget vraiment très très limité et faire une station sol. Voilà. Donc je la présente au stand tout à l'heure. Ok. Et puis l'année dernière, c'était les 100 ans du REF. J'aime aussi ce slide parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels travaillons ensemble avec le réseau des émetteurs français, avec lesquels on a maintenant une grande expérience, notamment depuis le groupe de travail commun ARIS, qui est un groupe de travail qui est conjoint, avec une mission conjointe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ARIS, peut-être?
Okay. C'est le maintien en condition opérationnelle de la station radio à bord de la Station spatiale internationale. Et puis, fort de cette expérience, nous avons, il y a maintenant 2 ans, monté un groupe de travail commun entre le REF et l'AMSAT pour promouvoir et développer les supports pédagogiques auprès des enseignants. C'est-à-dire que voilà, les projets ARIS, ça c'est quelque chose qui est souvent lourd. Il faut aussi des matériaux. Et l'idée des Learners and the Air, du LOTA, c'est de promouvoir auprès de ceux qui apprennent, auprès des enseignants, de la maternelle jusqu'aux universitaires, et de leur donner du support. Voilà, ça, c'est une mission qu'on a lancée. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un sujet qui se rapproche du brevet d'initiation à l'aéronautique, le BIA. Hein, c'est une forme on va dire, de package pédagogiques qui sont fournis aux enseignants. Et aujourd'hui, on travaille sur le BIR, le brevet d'initiation à la radio, pour qu'au collège, il y ait un module qui puisse avoir ça. Voilà, et donc d'autres missions aussi en interne, en collaboration avec le REF. Je reviendrai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est notre relation avec l'IARU et la coordination des fréquences pour les satellites radioamateurs. Voilà, et puis nous participons à d'autres événements organisés par le REF ou par des radioclubs, pour promouvoir auprès d'autres tenues de stand, conférences. Voilà, donc n'hésitez pas à nous inviter. Nous ferons le mieux que nous pouvons pour pouvoir pour venir et présenter ce que nous avons. Donc ça, je l'ai déjà présenté. Et puis, l'AMSAT, qu'est-ce que c'est? En fait, l'AMSAT, c'est un réseau d'AMSAT mondial. Et donc, l'AMSAT francophone fait partie de ce réseau. Et donc, nous avons pour mission de rendre accessible, principalement pour les pays francophones. Alors, on ne fait pas de concurrence à la Belgique, hein, on est complémentaires, mais voilà, on est dans un réseau. Donc de temps en temps, si vous avez des informations qui viennent de l'AMSAT, voilà. Donc, pour les plus connus, l'AMSAT DL, avec lesquels nous avons pas mal de projets en commun. Et puis l'AMSAT North America. Voilà. Donc, nous sommes organisés en réseau, et l'AMSAT est une marque déposée. Voilà. Sécurité, il n'y a pas le Canada. Non, il n'y a pas d'AMSAT Canada. Non, non, c'est un AMSAT North America. C'est NA, ouais. Oui, c'est une réflexion, mais c'est une bonne réflexion, mais il n'y a pas de frontière dans l'espace, en fait. Voilà. La réponse est assez simple. Voilà. Donc je vous propose de voir quelques chiffres. Je vous ai mis ici les chiffres de 2024, qui est un bilan des vols orbitaux. Alors, ce n'est pas forcément le nombre 259 259 qui est important, mais c'est à peu près la tendance. Et encore une fois, excusez-moi que ce soit 2024. J'ai vérifié la tendance pour 2025. Elle reste là. La tendance, elle est où, en fait? On voit très bien ici là, sur le graphique, c'est qu'à partir de 2021, on a un nombre de lancements
qui est vraiment croissant. Alors, qu'est-ce que c'est que quelle est la part des lancements? Bah, évidemment, ce que vous voyez, c'est... on ne voit plus. C'est pas grave. On voyait ici la part privée, hein, plus de la moitié des lancements par SpaceX, hein, des lancements privés, et une partie publique qui est toujours là. Et ce qu'on peut voir aussi, bah, c'est d'où partent ces lancements. Donc, bah, bien évidemment, avec SpaceX, la part va aux États-Unis. Mais ce qu'on ne voit pas, nous Européens ou nous Français, c'est la part de lancement qui part de la Chine. Voilà. Et donc, bah, cette tendance-là, elle est confirmée en 2025. Voilà. Et puis, on voit aussi d'autres acteurs, la Russie, l'Iran, l'Inde, voilà, qui arrivent. Alors, je vais passer vite sur le bilan de 2024-2025. Voilà, la part européenne revient, notamment avec Ariane 6, qui a eu une très, très grande actualité l'année passée et qu'on espère croître sur 2026. Voilà. Et puis bah, la refonte de ce qui va arriver pour les générations futures, avec plein de projets. Je vais passer un peu plus vite là-dessus. Voilà, ce qu'on voit, c'est donc surtout un déploiement, une domination de méga constellations. Alors, faut pas forcément voir ça de façon aussi négative. Le point qui est intéressant pour les radioamateurs, c'est que ça fait des lancements réguliers. Et puis souvent, il reste de la place dans les lanceurs, notamment dans SpaceX. Et donc, ça permet aux projets universitaires d'embarquer des fois, on va dire des lancements soldés pour pouvoir embarquer des CubeSats en plus des lancements Starlink. Voilà. Mais bon, voilà, la tendance est là. Quelques projets sur la robotique, avec effectivement, on part sur la Lune, on part sur Mars, mais on s'y prépare. Moi, là où je suis plus à l'aise aussi pour en parler, puisque je fais partie du groupe de travail ARIS, c'est notamment les volabilités. Les volabilités avec, dans l'actualité 2024, on nous a annoncé donc la nomination de la deuxième astronaute française, Sophie Adeno. Et donc l'année dernière, nous avons travaillé de près avec les agences, et nous avons et aussi le soutien des astronautes, notamment les astronautes français, et nous avons réussi à faire passer la licence radioamateur à Sophie Adeno. Voilà. Donc une année assez positive, avec, comme je disais tout à l'heure, Ariane 6, avec pas mal de projets, des nouveaux des projets en lien avec le New Space en 2025 et qui se poursuivent donc en 2026. Ce que je voulais surtout montrer à travers tous ces projets et ce
cet écosystème de New Space, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs ont complètement changé. On n'est plus du tout dans les mêmes acteurs qu'on avait avant. Et ici, j'ai repris un tableau avec tous les acteurs, que ce soit satellite, contrôle au sol. Alors bien sûr, on retrouve des noms connus comme Airbus, Thales Alien Space, mais voilà, il y a de nombreux acteurs. Et ces acteurs-là travaillent avec des radioamateurs. Et puis souvent, les ingénieurs qui sont aussi radioamateurs. Et puis ils travaillent avec des universités. Voilà. Donc voilà un peu l'écosystème spatial. Donc ça, c'est une liste. Ce qui est intéressant, il faut que je le retrouve, c'est peut-être, voilà, bon, il n'y a pas l'URL, mais je le redonne tout à l'heure, c'est que ça vit. En gros, un CubeSat, ça a une durée de vie entre 3 et 5 ans. Donc dans les 200 qu'on a lancés, il y en a plein qui sont plus actifs. Donc c'est surtout comment on fait pour se repérer là-dedans. Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas le chiffre, mais effectivement, il y en avait 260 sur les 1000 ou les 6000 qui sont lancés par an. Il faudrait revoir effectivement la proportion. En tout cas, la tendance qu'on voit, c'est que c'est croissant d'année en année. Le nombre de satellites reste croissant. Même si la proportion, en revanche, effectivement, baisse, la tendance du nombre de satellites est, en revanche, elle croissante. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, merci de cette remarque. Et justement, on y vient. On y vient parce que quand il y a des universitaires qui utilisent les fréquences radioamateurs, il y a certains projets qui utilisent par simplicité, ils se disent bon, on va prendre du support, mais c'est aussi un engagement de leur part, le fait d'envoyer des trames, mais aussi de réaliser des activités. Et donc pour ça, l'AMSAT francophone et notamment le REF, comme je l'ai cité tout à l'heure, nous travaillons conjointement avec l'IARU pour coordonner les fréquences. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut que les satellites soient et leur fréquence assignée, qu'ils ne choisissent pas n'importe quelle fréquence, mais il ne faut pas que ça devienne non plus j'achète une licence radio amateur, c'est beaucoup moins cher que d'acheter des fréquences à Amazon ou autres, parce que ça c'est aussi des services qui sont vendus par les commerciaux. Et puis bon, voilà. Donc ils viennent nous voir avec un projet. Et donc certains de ces satellites émettent par exemple en SSTV, Slow Scan TV, pour des événements spécifiques. Il y en a certains d'entre eux qui embarquent une charge vraiment radio-amateur avec des transpondeurs à bord, etc. Et donc, ces satellites coordonnés, eh bien nous, on va les supporter. Nous, l'AMSAT francophone et les réseaux des AMSAT, on va les supporter. Et donc, on va communiquer dessus. Voilà. Les autres, ils existent.
mais on ne va pas travailler à les supporter, on va pas travailler à... Ceux qui ne jouent pas le jeu, on peut pas. Voilà. S'ils ont pas... s'ils ont, on va dire, piraté la fréquence radio amateur, libre à eux, mais c'est pas, du coup, c'est pas à nous. Même s'ils sont référencés dans certaines bases de données, style Satnox ou autres. Voilà. Nous, on va pas leur fournir de support. Donc voilà, on diffuse aucune diffusion, aucune information sur ces satellites. Voilà. Et puis, on peut aussi, dans certains cas, travailler et demander à notre communauté radio-amateur de fournir des preuves de brouillage et de remonter ces informations-là aux autorités compétentes pour montrer que certains satellites, quand ils passent au-dessus de la France, par exemple, peuvent perturber un relais ou autre. Voilà. Donc voilà, il peut nous arriver aussi, en revanche, de demander... et aussi, dans ce cas-là, on ne fournit pas d'aide de support à ceux qui conçoivent ces satellites. Voilà. Voilà, donc ça, c'est en revanche quelque chose qui est assez récent. Que j'ai remis dans ce slide, c'est les satellites qui sont actifs avec un transpondeur. Donc voilà, il n'y a pas que l'ISS qui de temps en temps est présent. Voilà, on voit aussi le transpondeur peut-être le plus connu d'entre tous, c'est QO100. Qui est un travail entre l'AMSAT-DL et puis les satellites commerciaux Qatari, sur lesquels on a des transpondeurs. Voilà, donc ça je passe assez vite, on a fait ouais. Ouais. Ah oui, pardon. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut mettre disponible. Ouais, je pense qu'on peut le mettre. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ça soit maintenu. Parce que c'est ce que j'explique, c'est que ça bouge. C'est que ça bouge. Donc voilà, là on s'est basé sur l'AMSAT, la liste de diffusion, et puis aussi sur North America. Oui, et puis depuis je crois 2012, nous sommes l'AMSAT francophone. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup l'AMSAT France. Ouais. Ça, c'est une autre... voilà. Là, j'ai pas de choses malheureusement, pas de choses à vous raconter sur ces autres slides. Dans les actualités qu'on a, c'est la remise en route de la station, à bord de la station spatiale, du module de télévision amateur digitale, DATV, qui s'appelle AmTV, sur lequel je ne sais pas si vous aviez suivi, hein, qui était à bord depuis, qui a dû redescendre, qui a dû tomber en panne en 2012, qui a pris énormément de temps à redescendre sur Terre, qui a été réparé et qui a pris énormément de temps pour remonter. Et donc il est remonté à bord, et on a enfin trouvé du temps d'astronaute pour le rebrancher et refaire quelques tests. On le voit ici opéré par l'astronaute italienne.
Et on a déjà réalisé un certain nombre de tests d'envoi de mire de mire de télévision en couleur. Comment ça marche? C'est l'envoi d'un signal qui est branché en HDMI à bord de la station. Là, on voit du coup dans le module. Depuis la photo, maintenant, il est racké, il est juste à côté de la station. Donc, les astronautes peuvent y brancher une caméra ou un autre module pour envoyer de la vidéo avec une descente sur la bande radio amateur 2 Go 4. Et comment on fait pour le recevoir? Soit vous avez envie d'écouter de la télévision DATV en 2 Go 4, ça c'est un super challenge. Si vous avez une station QO100 que vous avez envie un petit peu de modifier, vous êtes un petit peu triste qu'elle soit fixée vers un satellite, là je vous propose de jouer. C'est généralement un jeu qu'on fait en club, hein. Mais de la faire suivre un satellite défilant, voilà, avec l'effet Doppler. Alors ça reste du signal digital, hein, donc l'effet Doppler il est quand même assez pas mal compensé. Mais aujourd'hui, il y a un réseau mondial de stations qui écoutent le signal. Donc vous avez la liste ici, hein. Alors, vous les voyez. Donc, un réseau mondial. Alors, je vous ai mis ici la carte de l'Europe, avec un français, mais on peut en mettre plus. Et donc ce signal est reçu et rediffusé en stream sur YouTube et sur le site du BATC. Donc on s'appuie sur les anglais, sur les anglais du BATC pour coordonner ce réseau de stations. Et donc il suffit qu'il n'y en ait qu'un. Après c'est mieux quand il y en a plusieurs, mais il suffit qu'il n'y en ait qu'un pour que quand la station arrive au-dessus de l'Europe, eh bien on puisse capter le signal, le signal vidéo et de le transmettre. Donc, il y a déjà eu un contact ARIS qui a été filmé cet été avec des Américains qui ont déjà réussi à faire les deux. Et puis, de l'envoi régulier de mire, de la mire. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce site. Alors, il y a des candidats. Voilà. Il y a des candidats qui effectivement font en sorte, voilà, pour effectivement avoir des contacts vidéo. Oui. Ouais. Avant tout, ça reste expérimental. Ça reste expérimental et c'est un complément à la voix qu'on a l'habitude enfin, le lien qu'on a l'habitude d'avoir avec la VHF. Si on peut joindre l'image avec ça, c'est un autre moyen. Ok. Donc dans les projets, je vous ai amené une carte Spino. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une carte open source émetteur-récepteur VHF qu'on embarque dans les satellites. C'est un produit clé en main, principalement pour les universitaires. On en a déjà fait voler 3. Il y en a une qui est redescendue. Hein. On a quelques d'autres projets, d'autres universitaires qui travaillent avec nous. Ça peut aussi s'embarquer dans un ballon, c'est pas cher. Ça, c'est des choses, voilà, qui peuvent se faire. Et sans le... Alors moi, je la vends pas. Ouais. Sans les tests spatiaux, parce que c'est surtout les tests qui coûtent cher. On parle de 800 €, je crois.
Donc voilà. C'est- Effectivement, on peut avant de la mettre, non mais avant de la mettre effectivement dans un ballon, on y réfléchit. Hein. On peut effectivement mettre autre chose dans un. On est d'accord. Voilà. Mais ça, voilà, ça s'intègre très bien dans les CubeSats. Alors vous verrez, ça s'en fiche. Enfin, j'en ai une en démonstration et ça embarque toutes les fonctions pour radio amateur. Il y a une mailbox, ça peut envoyer des signaux en SSTV, etc. Et ça se pilote depuis le sol. D'autres projets, on travaille aussi avec la communauté Satnox qui fait une carte similaire. Voilà ce qu'on. Voilà, d'autres projets pour d'autres satellites. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, ça vit. Toutes ces satellites ou ces constellations, quelque part, vivent. Et donc, l'AMSAT francophone propose une base de données qui fait cette collecte des différentes télémesures. Donc si vous en faites de votre côté, vous pouvez y contribuer, vous pouvez vous connecter, voir un peu à quoi ça ressemble quand on consolide toutes ces données. Et donc voilà, on peut comme ça voilà, remettre des choses. Voilà. Donc on avait fait une grosse mise à jour l'année dernière de l'application. On a changé notre base de données, on a remis un nouveau moteur d'affichage Grafana, et puis on a optimisé les performances parce qu'effectivement ça monte. Et donc, ouais, malheureusement, là, sur cette image, là, on a pas mal de satellites qui sont inactifs, ouais, qui sont revenus se transformer en cendres dans la. Voilà. Mais voilà, on a une base de données qui consolide toutes ces informations. C'est un petit peu le. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais reparler du simulateur de CubeSat. Donc le voici. J'avais la question tout à l'heure. On a repris le projet en fait open source cubesatsim.org. Donc il embarque un peu comme la carte Spino, une petite carte qui est beaucoup moins chère. Elle aussi, hein, vous pouvez l'envoyer dans un ballon. Hein. Donc qui embarque un petit peu où il y a finalement trois étages. Ça s'imprime très facilement en 3D. Et l'avantage, c'est que vous avez tous les éléments de communication d'un vrai satellite à, je crois, à moins de 50 euros. On parle de 50 euros. Ce qui est déjà un peu plus abordable que la Spino. Ça fait de la transmission sur la bande UHF radio amateur. On peut régler. Là, la mienne par défaut, elle prend une photo avec la caméra embarquée et elle l'envoie en SSTV. Voilà. Ça se programme. Voilà. Donc, l'usage, il est surtout à faire des démonstrations pédagogiques. Donc, je crois qu'il y en a qui ont essayé. Voilà. Donc ça, j'en ai. Et nous, à l'AMSAT francophone, on la vend. En fait, ce qu'on fait surtout, c'est le sourcing de toutes les pièces, parce qu'il y en a certaines qui sont peut-être un peu plus compliquées. De temps en temps, c'est en rupture de stock. Voilà. Donc nous, on la source pour vous. Et j'en ai quelques-unes si ça vous intéresse. Oui, parce qu'on déjà, on n'a pas de boutique. Je ne sais pas si on en a déjà eu. Ouais, peut-être on a déjà eu. Mais en fait, on n'a pas de boutique. Comme je disais, nous, on est plutôt en vocation d'être à intérêt général. Et donc, effectivement, on n'est pas là pour vendre. Voilà.
Ouais, d'accord. Ok. Oui, ouais, je comprends, ouais, ouais, mais c'est intéressant comme remarque. Ouais, ouais, ouais. euh, je comprends. Ouais, j'entends le point. Ouais, c'est ouais, voilà, nous on a répondu effectivement à une demande un peu similaire, justement sur les points pédagogiques où effectivement on a fait ce travail et on pourrait effectivement le poursuivre sur des projets qui ont plutôt vocation à voler que de rester sur les tables de démonstration. Ouais. Ok. Je n'ai pas les chiffres en tête. Ça. Merci. Merci. Ouais, j'en ai un là. J'en ai un là. J'ai la doc. Faudrait voir. Faudrait voir. Le mien embarque des panneaux solaires. Il faudrait rajouter ça en plus. Si la question c'est est-ce que c'est pas trop lourd pour rentrer dans un ballon sonde de type de type Planète Science, la réponse c'est oui, c'est pas ça rentre dedans quoi. Hein, c'est déjà rentré. Hein. Hein, voilà. Mais moi je suis pas enfin je suis pas Planète Science. Voilà, une autre activité. J'ai le temps parce que ceux qui viennent derrière moi, il devrait déjà être là. Ouais, une autre activité qu'on supporte, hein, moi en tout cas sur la partie communication et sur laquelle on est très fiers aussi, c'est la participation des expéditions radioamateurs qui embarquent du satellite. Voilà, avec notamment Saint-Pierre et Miquelon qui a fait vous les avez peut-être contactés en HF, bon moi aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est tout ce qu'ils ont déployé sur le ME et sur ce qu'ils ont réussi sur les communications en CubeSat et ce qu'ils ont tenté de faire avec QO100. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. On est très content aussi de pouvoir, de pouvoir annoncer que sur Bouvet, donc j'attends que Franck vienne me confirmer les dates là parce que c'est comme le spatial, ça toujours ça se décale. Mais voilà, embarquement aussi d'une station à travers voilà, pour faire du QO100 depuis Bouvet, en plus de satellite. Voilà. Voilà. Donc, j'en viens sur la fin. Donc, comment on fait pour rester informé et de suivre tout ça? Bah, nous sommes présents sur notre site web, sur le site web à amsad-f.org. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Ça vous intéresse pas? Jamais. Ouais, on est d'accord. Euh, non, non, mais bon, je- faut comprendre pourquoi aussi on est. Je vais quand même vous lister sur lesquels les réseaux sociaux on est et aussi pourquoi on reste sur X. Hein.
ou Twitter, parce qu'en fait, pour nous, c'est aussi une source d'information. Voilà. Donc, on ne va pas forcément communiquer toutes les informations, nous dessus, mais en revanche, pour nous, ça reste une source d'information. Et si vous y êtes, n'hésitez pas à nous taguer, d'accord, et prenez notre visibilité. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Donc on est sur X, Blue Sky, il doit me manquer l'autre, là, le troisième, Facebook, on a pas mal de choses, LinkedIn également. Et nous avons une liste de diffusion sur Framalist pour ceux qui aiment les emails. Voilà. Donc voilà, merci pour cette remarque sur les réseaux sociaux. Voilà, alors, bon, je vous avais promis quelques actualités. Ça c'est un exemple d'actualité qu'on communique sur notre site web. La semaine prochaine, une émission de Slowscan TV via donc un satellite espagnol, c'est ça? Ouais, merci. UMK, voilà, avec donc une transmission avec les dates, début du programme, fin du programme, avec toutes les informations voilà, les intervalles de temps pour que vous sachiez un petit peu comment ça va, parce que tout ça, ça varie en fonction des projets, la fréquence, et puis le mode. Voilà. Donc le mode pour que vous ayez qu'à télécharger le nom du satellite dans votre application de suivi de satellite préféré. SatDump, ouais, par exemple, si vous voulez aussi une démonstration de SatDump, il y en a une ici. Et puis, si vous avez récupéré les photos en SSTV, je vous invite à les envoyer et récupérer votre diplôme. Ça permet à ceux qui font le projet d'avoir un retour aussi. C'est un peu comme une carte QSL, hein, ça permet aussi du coup d'avoir un retour. Donc même si ça ne vous intéresse pas d'aller chercher les diplômes, le fait que vous ayez été entendu quelque part, ça rassure ceux qui font le projet et ça permet aussi une visibilité. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de projets SSTV qu'on a. Ouais. Oui. Brésilien, merci. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Merci. Donc brésilien. Ouais, c'est pour ça que c'était en portugais. Voilà. 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 Et puis une autre actualité, et là où on aura d'autres nouveautés. C'est nous, notre début de saison chez Amsal Francophone, c'est de vous inviter à d'autres conférences aussi généralistes, mais aussi très spécialisées tout le long du week-end du 7 et 8 mars à l'Electrolab de Nanterre. Si vous avez jamais été à visiter ce Fab Lab, moi je vous recommande de le faire. C'est un endroit vraiment extraordinaire. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer nos membres et de rencontrer la communauté aussi, d'échanger. Alors, voilà, cette année, on aura donc des conférences, des endroits de démonstration. Donc, si vous avez des choses à venir montrer, voilà, je vous invite à venir avec. C'est aussi un moment de convivialité. Et c'est aussi, voilà, j'insiste sur le moment de convivialité chez les radios amateurs parce que moi, ça a été l'occasion de rencontrer F4KMI et donc de venir ici régulièrement et donc même d'être membre de F4KMI
depuis cette année. Est-ce que vous avez des questions? Bon, toujours par rapport à Sophia Dezo, enfin, je sais que les collisions c'est compliqué. Quel va être à peu près le mois qui commencera pour les premiers contacts à peu près? Oui, je te remercie. Oui, je te remercie de poser cette question parce que je me rends compte que j'ai pas beaucoup parlé de Sophie. Alors là, on part. C'est l'un des programmes les plus compliqués qu'on ait suivis chez Harris depuis que j'y suis. Parce que les agences spatiales, le CNES, l'ESA, Sophie Yannenot est astronaute de l'ESA, et vient se greffer le ministère de l'air et de l'espace. Alors, l'avantage, c'est que j'ai jamais vu une date aussi fixe. Hein. Tout le monde parle, depuis le lancement de la mission Epsilon, tout le monde part d'un départ au printemps. Voilà. On parlait tout le temps, on a parlé tout le temps de printemps 2026. Voilà. Très, très tôt, on a entendu la date du 15 février. Voilà. Cette date de 15 février est en train de changer pour le 11 février. Donc là, on va avoir un départ de Sophie Yannenot au 11 février. Et sauf changement météorologique ou autre, ça ne devrait pas shifter. Hein, voilà. L'autre effet par rapport à Sophie Yannenot, c'est que c'est surtout que elle fait partie de l'équipe Crew 12 qui est censée donc arriver mi-février et remplacer l'équipe Crew 11 qui est redescendue un mois plus tôt que prévu. Du fait qu'ils ne pouvaient pas faire les diagnostics sur l'un des astronautes. Donc l'astronaute va bien, mais bon, à bord, ils ont tout ce qu'il faut pour arracher une dent, pour faire quelques tests, mais bon, il avait quand même besoin de voir un médecin. Et donc voilà, qui lui ont demandé, et donc tout le monde est redescendu un mois plus tôt, ce qui a eu pour effet de décaler un certain nombre, de prendre du retard sur un certain nombre de contacts Harris qu'ont pu faire. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité Harris au quotidien, depuis Noël, c'était très très calme. Voilà. Donc là, il reste un radioamateur à bord qui se sent très seul. La bonne nouvelle, c'est que du coup, comme il se sent seul, il communique avec la Terre et il reprend les contacts Harris. Mais le fait que Sophie Yannenot et d'autres radioamateurs remontent va permettre de reprendre les contacts. Donc, et là, je viens du coup normalement, entre 15 jours et un mois, il y a 15 jours et un mois d'adaptation. Et à partir de ce moment-là, les radioamateurs à bord vont prendre des contacts. Mais elle ne va pas forcément reprendre les contacts par rapport au programme Harris France et de reprendre la liste. Exactement. Ouais, on va voir. Enfin déjà, on va attendre qu'elle monte à bord, et puis ensuite on va dérouler le backlog de à peu près un mois. Deuxième scoop, ouais, peut-être aussi, vous n'êtes pas sans savoir que aussi l'avantage, c'est que le planning de l'armée, il permet de prolonger la mission. Initialement, c'était une mission prévue de 6 mois qui a été rallongée à 8, voire 9. Et donc, ça permet une autre série de contacts au deuxième semestre 2026. Et donc, ce ne sera pas 5 contacts qui vont être faits, mais 8 en France. Et donc ça, voilà, je voulais garder en exclusivité parce que la liste n'a pas encore été publiée, mais ça va l'être.
Ça va être dans le courant de la semaine. Fixé, parce qu'il y a une communication prévue avec le lycée de Priville-Escarbotin dans la Somme. Et donc, est-ce que vous avez une date prévue pour ça? Alors, comme tous les contacts à risque, donc la date, je ne sais pas si vous avez entendu au fond, parce qu'il y a des dates pour les contacts à risque. Il y a une liste avec un ordre qui est plus ou moins qui est coordonné par rapport aussi aux desiderata des équipes candidates, qui sont informés un mois avant d'une semaine probable. Voilà. Une semaine probable. Une semaine avant le contact, on leur laisse ils ont un choix de créneaux qu'ils ont dit, et c'est à peu près à ce moment-là que le contact est la date du contact est fixée. Et donc dans ces cas-là, nous on communique et les équipes communiquent aussi. Contact direct ou hybride? Alors, il y a sur les 8 candidats, il n'y a qu'un seul contact Télébridge. Voilà. Voilà. Donc ils ont déjà postulé de cette manière. Il est possible que ceux qui ont candidaté pour des raisons pratiques, par rapport à l'organisation de leur événement et par rapport aux horaires de passage de la station spatiale. Là, on parle donc en mars sur des horaires plutôt en matinée, avec des contacts en matinée, préfèrent utiliser finalement un Télébridge. Et donc, voilà. Ce qui est peu probable, c'est qu'on leur propose dans ces cas-là un Télébridge français. Hein, ce qu'ils vont pouvoir bénéficier de... J'en profite, hein, ils ne sont pas là, j'en profite, je réponds aux questions. Hein. Bon, ouais. Donc, voilà. Je vais pouvoir annoncer. Ah, super. Oui. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il l'a fait. Merci.